C'est un village du Midi, profondément endolori. Un petit bout de France, sidéré et meurtri. Ici, à Trèbes, le 23 mars 2018, des vies paisibles ont volé en éclats, soufflées dans un attentat. Parmi les 4 victimes assassinées, Christian Medves. Il était boucher, une figure du pays, jovial et charismatique. Depuis sa mort, sa femme Nathalie et ses filles ont reçu près de 1000 lettres. Leur deuil a touché toute une région. Pendant 4 mois, j'en ai reçu par 20, tous les jours. Dans la boîte aux lettres, on avait une pile, on le prenait, on mettait dans les sacs. Et tous les jours, c'était comme ça. Christian, tu ne meurs pas, tu t'endors, tu restes à jamais dans nos cœurs, immortel, tu demeures. Christian, tes sourires nous peuplent en trésor, nos souvenirs ne s'arrêteront pas à cette terreur. Votre mari, c'est pas une rockstar? Si. Ben si. C'est notre héros à nous, c'est notre père, c'est pas... Personne n'est comme lui. Personne... Non. Quand on l'a pas connu, on ne peut pas comprendre. L'attentat, revendiqué par l'État islamique, a plongé Nathalie, Julie et Florine dans l'incompréhension et la stupeur. Je réalise toujours pas de la façon dont ça s'est passé et de l'acte, en fait. C'est au-delà de... C'est irréel pour moi, tout ça. Pas à nous, ça peut pas nous arriver à nous, en fait. Voilà, dans les grandes villes, oui, mais pas à Trèbes. L'attentat a frappé le sud de la France. C'est ici, entre Carcassonne et Trèbes, dans un périmètre de 4 km, grand comme un écusson, qu'un homme a semé la terreur. En moins de 5 heures, il a tué 4 personnes et en a blessé 3. Il a fini son trajet sanglant, retranché dans un petit supermarché. Que s'est-il passé, minute par minute, dans le huis clos de ces rayons? C'est la panique. J'avais qu'une peur, c'est qu'il soit derrière. Je me suis dit, il est dans le magasin, il cherche, il nous cherche. Ce qui me reste, c'est son regard froid, déterminé. C'est la mort, quoi. Pourquoi le colonel Beltrame a-t-il pris la place d'une caissière retenue en otage? Arnaud s'est dit, bon, c'est maintenant ou jamais, si je le fais pas, je vais me faire abattre. Donc en fait, je pense que c'est ça, il a sauté dessus. Il a sauté sur un gars qui avait déjà le goût du sang dans la bouche, qui avait un couteau de chasse et un flingue. A-t-il enfreint le protocole? C'est pas lui qui commande la colonne. Donc les gens de la colonne lui disent, mon colonel, très courtoisement mais un peu fermement, repassez derrière. Ce qu'il refuse. Une caissière? Un colonel? Un terroriste de Daesh? A-t-il agi seul? Les cibles ont-elles été repérées? Pourquoi frapper une si petite commune? Ce vendredi, à 6h30 du matin, le quartier Ozanam de Carcassonne dort encore. C'est une petite cité familiale réputée pour son trafic de stupéfiants. Radouane Lagdim, un jeune homme oisif de 25 ans, vit chez ses parents. Musulman pratiquant, comme tous les jours, il fait la prière du matin en famille. Il va se lever vers 8 heures. Il va, à ce moment-là, tout à fait tranquillement, aller déposer une de ses sœurs à l'école. Puis, il revient chez lui. Et puis, il va partir. Et là, il va commencer son parcours mortifère, sans dire ni au revoir, ni adieu, ni laisser un mot, rien. La première cible de Radouane Lagdim se trouve sur les hauteurs de Carcassonne. Il emprunte à pied cette route qui mène au parking de la Cité des Aigles. L'endroit, isolé, est connu pour ses rendez-vous homosexuels. Renato da Silva est l'unique survivant de ce premier acte macabre. Il n'avait jamais accepté de témoigner auparavant. Ce jeune Portugais de 26 ans vit encore aujourd'hui avec une balle dans la tête. Et la balle, elle est toujours là. Et la cicatrice aussi.
Elle vient jusqu'ici, elle fait ça, ça. Et vous y pensez parfois à cette balle? Je pense toujours, dans mon lit. Et je pleure avec ma psychologue, des fois avec maman. Renato a encore des souvenirs précis. Il est 10h10, il se trouve sur le parking et discute avec un autre homme. Il se rappelle avoir vu Radouane Lagdim arriver, lui demander ce qu'il faisait. Il raconte avoir répondu qu'il fumait une cigarette. Puis ce sont les coups de feu, une balle dans la tête pour chacun. J'étais mort, mais pas mort. Je suis réveillé et en premier, j'ai vu le monsieur à ma côté, par terre. Je le touchais pour savoir s'il était là, comme moi, mais pas de réponse. Donc je pensais, bon, il faut sortir ici. L'homme qui était avec Renato est mort sur le coup. Il s'appelle Jean Mazière, c'est un viticulteur à la retraite de 61 ans. Renato, lui, est blessé à la tempe. Je tentais de m'élever, mais c'était pas facile. J'avais beaucoup de douleurs dans la tête. Et ça a été là que, bon, je pensais, il faut appeler quelqu'un. Et j'ai appelé ma mère en premier. À l'autre bout du fil, Anna ne comprend pas tout de suite que la situation est dramatique. Elle m'a dit, maman, je suis là. Oui, oui. J'ai une balle à la tête. Quoi? Renato, arrête de dire conneries. Et je lui dis, Renato, coupe l'appel, appelle-moi sur le Messenger de Facebook. Renato trouve encore la force d'enclencher la vidéo sur son portable. Quand je regarde le sang partout, il était par terre. Je commence à crier partout, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Mais Renato agonise et n'arrive pas à décrire où il est. J'arrive à la police. Le policier prend mon portable dans sa main et dit « Renato, tourne ton portable et montre-nous où tu es ». Et de suite, le policier « je sais où il est. On y va, parce que sinon c'est trop tard ». Les secours arriveront au bout de 2 heures. 2 heures pendant lesquelles Renato baigne dans son sang. Il perd connaissance dans l'ambulance et va rester dans le coma pendant 11 jours. Radouane Lagdim reprend sa route sanglante. Il s'empare de la voiture de Renato. Il a un couteau de chasse, un revolver 7,65 et 3 grenades. À 10h32, il repère 4 policiers qui font leur jogging. Il leur tire dessus. L'un d'eux est blessé près du cœur, mais il va s'en sortir. Il poursuit sa course sur la nationale 113. On se trouve sur une avenue et Trèbes, c'est au bout de la rue. C'est une 4 voies, on peut aller nulle part ailleurs. C'est à 4,5 km et on arrive directement à Trèbes, de rond-point en rond-point. Il y en a 3 exactement, on est au rond-point de l'Europe et au Super U sur le parking. À 10h38, le terroriste se gare sur le parking du supermarché. Radouane Lagdim court à petite foulée vers l'entrée, puis pénètre à l'intérieur. C'est un supermarché à taille humaine, où tout le monde se connaît. Il y a un rayon boucherie, une poissonnerie, une petite librairie et une boulangerie. Ce n'est pas l'heure de pointe, une 50aine de personnes est présente dans le magasin. Des retraités font leurs courses. Les employés sont détendus. À l'entrée, on compte 10 caisses. À la numéro 6, Marie est en pleine discussion avec Christian Medves, le boucher, qui s'apprête à quitter son service.
C'est la première fois qu'elle raconte ce qu'elle a vécu ce jour-là, quand le terroriste est arrivé droit sur eux. En fait, il rentre dans le magasin et il suit le long des caisses. Il vient directement derrière Christian. Avec son grand sourire, avec son regard bien déchiré, mais qui dit en même temps toute la haine qu'il a dans les yeux. Genre, tu vas voir ce que tu vas voir, quoi. Christian est de dos, il ne le voit pas. Il sort son arme de sa veste, il me vise en chargeant l'arme, et il me demande, la phrase exacte, c'est comme ça qu'on fait? Et j'ai pas le temps de réagir, en fait. J'ai pas le temps de calculer quoi que ce soit. Christian me regarde, il voit qu'un truc va pas, et il essaye de se retourner, mais il n'a pas le temps, et l'autre, il avait déjà mis une balle dans la tête. À ses pieds, Christian Medvez s'écroule. Et c'est quand il tire une deuxième balle en l'air et qu'il crie Allah Akbar que là je comprends. Et là il nous dit vous voulez bombarder la Syrie, eh bien vous allez payer. Mon premier réflexe c'est de me cacher sous ma caisse parce que je peux pas sortir de la caisse. Tu te dis s'il revient c'est mort quoi. Premier truc qui m'est sorti dans la tête c'est qu'est-ce qu'on va dire aux enfants à la maison si ce soir je suis pas là. Le terroriste recule alors de quelques pas et se dirige à la caisse numéro 2 vers un client. Un homme de 65 ans qui est en train de mettre ses courses sur le tapis. Il va dans un même mouvement, mais en prononçant ces paroles épouvantables, « Tiens, pour toi, c'est gratuit ». À la fin du mot « gratuit », il tire une balle et le tue. L'homme qui vient d'être assassiné s'appelle Hervé Sosna. Cet ancien maçon de Trèbes n'avait jamais quitté la région. La scène se déroule sous les yeux de Denis, qui aujourd'hui fait comme il peut pour mettre de la distance avec cet événement traumatisant. À côté de moi, la personne âgée tombe. Il y avait un peu de ça. Donc là, on s'est tous couchés. Hein. À la travée de la caisse, avec un autre compagnon à côté. Alors on se tenait presque à la main. Puis lui, à un moment donné, il a voulu ramper. Pour se protéger sous la caisse. Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Oh ben je suis mort, c'est pas compliqué. Là, on repasse rapidement sa vie et on se dit bon, ben j'ai plus qu'à m'en remettre à celui qui est peut-être en haut. En moins de 2 minutes, le supermarché est à feu et à sang. Les gens s'enfuient dans les rayons. Patricia pousse son caddie dans l'allée centrale quand elle entend hurler. Daesh, soldat de Daesh, je suis là pour tuer, je vais tuer. Vous voulez voir comment on tue? Et il tirait. Ils m'ont entendu puisque je marchais. C'est là qu'il m'a demandé de me coucher et de ne pas courir, sinon il me tue. Je ne l'ai pas écouté. J'ai lancé mon caddie certainement sur lui, puisqu'après j'ai entendu un bruit de caddie derrière moi. Et je suis partie dans le fond du magasin en courant pour me réfugier quelque part. Je me suis dit que c'était le Bataclan en deuxième partie, quoi. Elle trouve une réserve derrière le rayon poissonnerie et entre pour se mettre à l'abri. C'est le brouhaha. C'est la panique. Parce qu'il y a des personnes de tout âge, des personnes qui sont tétanisées, il y a des personnes qui sont là terrifiées. J'avais qu'une peur, c'est qu'il soit derrière moi. Je voulais qu'on ferme les portes. J'avais qu'une envie, c'était de sortir de ce magasin-là parce que j'avais l'impression qu'il était toujours derrière moi. Tu dis, il est dans le magasin, il cherche, il nous cherche. Cet ancien policier à la retraite va se retrouver les yeux dans les yeux avec le terroriste. C'est ma bonne étoile. Ben, j'ai mis la date du 23 mars 2018, le jour de l'attentat. Parce que je pense que ce jour-là, j'avais ma bonne étoile là, au-dessus de ma tête. Il me repère, il sort en courant, il me braque en même temps. Viens ici, viens ici, viens ici. Il y a combien de mètres de vous? 5-6 mètres. Ça va très 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 vite. Hein. Demi-tour et la fuite. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de contact là. Je suis pas armé, lui il a un couteau de chasse avec un pistolet, donc oui, là on part vite. Ce qui me reste, c'est son regard froid, déterminé, parce que c'est la mort, quoi. La plupart des clients et des employés ont réussi à se cacher dans les chambres froides au fond du magasin. Mais devant l'entrée,
Là où se promène le terroriste, plusieurs personnes se terrent sous les caisses entre les deux cadavres. Un caissier, comme hébété, agenouillé, continue machinalement de scanner les produits. Le temps s'est figé, la terreur les a envahis. T'es recroquevillé, surtout quand c'est comme moi que tu es grande, le plus possible, de façon à ce qu'on ne voit pas. Moi, j'ai tiré la chaise pour pas qu'on me voit, en fait. J'avais une envie de vomir, mais folle. J'avais la poubelle à côté, j'ai dit, mais si je vomis, il m'entend. Donc, ben... Et le téléphone de Christian qui sonne en permanence. Et ce téléphone qui arrête pas de sonner, qui arrête pas de sonner, qui arrête pas de sonner. Et le seul truc qui me fait peur, c'est que je me dis, putain, s'il vient chercher le téléphone de Christian. Je suis à côté, quoi. Le fait est qu'il se déplaçait dans le magasin, et quand on sentait qu'il s'approchait de notre travée, on avait encore plus peur. Moi, j'avais les pieds qui dépassaient, je les ai rentrés le plus lentement possible pour ne pas faire de mouvements brusques. Mais voilà, donc tout peut arriver à n'importe quel moment. Et pendant ce temps, les musiques du magasin continuaient. Les publicités, les réclames du magasin, un vrai film. Hein. Un vrai film, ah ouais, un cauchemar. Depuis son entrée dans le supermarché, 4 minutes seulement se sont écoulées. Radouane Lagdim a maintenant tué 3 personnes. Il va prendre en otage une caissière dans un huis clos glaçant qui va durer 3 quarts d'heure. Il est 10h42. Les habitants de Trèbes n'ont encore aucune idée de ce qui se joue à l'intérieur du supermarché. Sur la droite, Julie, la caissière qui se trouvait à l'accueil, s'est réfugiée dans une petite pièce interdite au public, qu'on appelle la salle des coffres. La porte n'est pas fermée à clé et le terroriste va la trouver. C'est comme ça qu'elle le raconte aux policiers. Il est entré, il m'a vu, il a dit « bah tiens, voilà mon otage ». Il avait son arme à la main, c'était un petit pistolet. Depuis les rayons, à travers la porte, les caissières, les clients voient tout ce qui se passe. Elle était un peu recroquevillée sur la chaise, la tête baissée. Elle ne bougeait pas. Hein. Et lui, il était nerveux. Il tournait un petit peu dans tous les sens. Il revenait vers elle, il lui mettait le pistolet derrière la tête. Dans cet endroit minable se noue un dialogue entre l'otage et le terroriste. Il m'a demandé mon âge, mes origines, si j'avais des enfants. Il faisait une distinction entre ceux qu'il allait abattre et ceux qu'il allait laisser en vie. Donc je me suis concentrée pour avoir une attitude pour conserver son respect. L'otage a la sagesse de le tenir en respect de par les yeux qu'elle porte sur lui. Et elle va recueillir tout son blabla, son charabia au fur et à mesure du temps. Julie est prise dans le tourbillon verbal de cet homme qui parle de Daesh en boucle, des bombardements en Syrie, et fait sa prière. Rapidement, il va lui demander d'appeler la gendarmerie de Carcassonne. La gendarmerie, j'écoute, bonjour. Bonjour madame, je m'appelle Julie. Je travaille au Super U de Trèbes et je suis actuellement prise en otage par un monsieur armé. Il a un pistolet, un couteau et 2 grenades. D'accord. Il est habillé comment? Vous pouvez parler? Le monsieur dit qu'il est un soldat de l'État islamique. Il prend alors le téléphone. C'est compris ou pas? Je vous attends, moi, au Super U de Trèbes. Venez, vous allez voir. On va voir si vous avez des couilles. Sur les ondes, il déclenche plan attentat 11, et donc toutes les unités qui sont sur le terrain, qui sont sur écoute à ce moment-là, convergent vers le point de situation, en sachant que le caractère terroriste de l'attentat est bien vérifié. À ce moment-là, va être déployé tout autour du supermarché les forces locales. Tout le monde est appelé en renfort. Donc là, on est en zone gendarmerie. Donc ce sont que des militaires de la gendarmerie. Au plus fort, en fait, on va avoir à peu près 125 gendarmes qui seront positionnés. Il va y avoir une montée en puissance de toutes les brigades et de toutes les forces qui sont disponibles dans le coin. Les commandos d'élite, le GIGN de Toulouse et de Paris sont en route. Mais les premiers sur place sont les gendarmes de la brigade de Trèbes.
un peloton d'autoroute en patrouille et le numéro 3 du groupement de gendarmerie de Carcassonne. Il s'appelle Arnaud Beltrame. Sur ces images, on le voit 3 mois plus tôt lors d'un exercice antiterroriste. Là, vous voyez, ils sont en train de se préparer, parce que le jour J, c'est ce qui se passerait. On aurait 2 motards ou 2 gendarmes qui seront les plus proches de la brigade, qui vont voir, ils ont entendu quelque chose, ils pourront aller voir les renseignements, savoir ce qui se passe. Voilà. Il a 44 ans, 22 ans de service, dont un passage par l'escadron de parachutistes d'intervention, une unité d'élite de la gendarmerie. Le colonel Beltrame arrive très vite, vers 11h, et lui fait une première analyse de situation et nous renseigne, et puis contribue à continuer cette montée en puissance du schéma national d'intervention. Un périmètre est bouclé autour du supermarché. Combien y a-t-il de morts? Le terroriste est-il seul? Arnaud Beltrame et une dizaine de gendarmes investissent la salle de vidéosurveillance du magasin qui est à l'étage. Ils distinguent les cadavres, mais ne voient pas le terroriste. Le colonel et 5 gendarmes casqués et munis de gilets pare-balles décident de rentrer dans le Super U. Ils progressent le long de l'allée centrale. J'ai vu les casques passer tout doucement. Alors là, je me suis mise à pleurer, parce qu'ils parlaient fort. Là, je me suis mise à pleurer. Les nerfs ont commencé à lâcher. Enfin, de soulagement, en fait. Je me suis dit, ça y est, ils sont là, quoi. Les gendarmes ont repéré le terroriste. Il est à l'accueil sur la droite. Il tient en joue la caissière Julie. Le colonel Beltrame ferme la colonne. Il va soudain passer devant et se découvrir. Ce que disent les gendarmes qui sont dans la colonne, c'est qu'ils voient arriver le colonel qui n'est pas équipé comme eux, donc il n'a pas la tenue d'intervention avec ce qu'on appelle le gilet lourd, le casque, etc. Et donc il commence par lui demander de repasser à l'arrière de la colonne, parce que dans ces cas-là, il n'y a plus de grade, c'est les gens qui commandent sur le terrain, et c'est pas lui qui commande la colonne. Donc les gens de la colonne lui disent, mon colonel, très, très, très courtoisement mais un peu fermement, repassez derrière. Ce qu'il refuse. Au même moment, le chef de la colonne commence à parler aux terroristes, mais Arnaud Beltrame l'interrompt, comme le raconte l'un des 5 gendarmes présents. Le colonel Beltrame lui a intimé l'ordre de se taire. « Taisez-vous, c'est moi qui négocie. » Julie vit alors les pires minutes de cette prise d'otage. Il y a les policiers Robocop qui sont entrés dans le magasin, et là la situation s'est tendue. Plus le gendarme avançait, plus il tremblait. Là, j'ai eu vraiment peur. Le colonel Beltrame s'avance, il lève les bras en l'air et s'adresse à Radouane Lagdim. Caché, Marie assiste à la scène. Et il lui demande ce qu'il veut. Alors l'autre, il répond qu'il veut qu'on libère la Syrie, la Libye. Sa réponse d'abord, c'est la Syrie, d'accord. Et après? L'autre, il a dit, mais tu me prends pour un con? Et il dit, ben, vous voulez qu'on... Enfin, voilà, vous voulez qu'on passe un message? Je passe un message. Voilà. Il dit, oui, mais je veux parler au gouvernement. Il a dit, mais là, tout de suite, laissez-moi le gouvernement. Et donc, il a dit, par contre, la petite dame, là, elle vous a rien fait. La réponse de l'autre, ça a été, quand vous venez bombarder chez nous, les femmes et les enfants, vous y faites pas attention. Donc Beltrame, il a répondu, mais ici, moi là, je suis pas en Syrie. Je suis pas chez vous, je suis ici. Donc si vous voulez parler avec quelqu'un, vous parlez avec moi. Et donc, il a dit, laissez-moi prendre sa place. Il y a cet échange, une espèce de scène à la fois magnifique et surréaliste, où il enlève sa ceinture avec son arme, son équipement, et il croise la jeune femme et il prend sa place. Les collègues d'Arnaud Beltrame sont stupéfaits. Pourquoi n'est-il pas resté en retrait? Pourquoi a-t-il transgressé le règlement? C'est un geste hors protocole. C'est une décision d'officier qui a été formé à ce type d'intervention, d'officier qui est entraîné régulièrement et qui estime qu'à un moment donné, il est en mesure de prendre en compte, à titre personnel, cette situation. Pour son frère Damien, c'est le geste d'un homme sûr de lui qui pense pouvoir dominer la situation, persuadé qu'il va profiter d'une faille du terroriste. Bon, je pense que là, Arnaud s'est dit qu'il avait la meilleure façon de sauver l'otage, c'était finalement de prendre sa place, parce qu'il savait qu'il allait pouvoir agir beaucoup plus facilement qu'un otage qui n'est pas formé pour ça. Voilà, donc Arnaud était formé pour ça. Donc voilà, il s'est senti capable de le faire, donc il l'a fait, c'est tout. Évidemment, c'était en protocole. Pourquoi ne pas le tenter? Il est 11h32.
le colonel Beltrame est désormais sous le joug du terroriste. Les gendarmes évacuent les survivants. Ces hommes ont progressé couchés au sol, et au fur et à mesure qu'ils passaient au niveau des travées, ils nous ont fait signe de sortir. Et on est passé, on a enjambé le mort, effectivement, à plat ventre, et on a traversé, et on a été évacué par l'arrière du magasin. Il y a des gens qui ne savent plus courir, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens... Là, on s'entraide tous et on n'arrête pas de dire merci, merci, et on n'a qu'une hâte, c'est de se trouver protégés. Les otages sont regroupés dans le garage, juste devant le Super U. Ils arrivent au compte-gouttes, en état de choc, surtout Julie, la caissière. Quand on l'a vue arriver, elle était dans un état de... On s'est demandé comment on arriverait pour la calmer, pour pouvoir... On est impuissants, là. Elle a même pris quelqu'un en punching ball parce qu'il fallait qu'elle... Elle a vécu un truc terrible, terrible, c'est horrible. Un attentat dans un village. Les 5000 habitants sont abasourdis. Le maire de Trèbes se précipite sur place. Il est d'autant plus touché que sa femme est la directrice du supermarché. Moi, lorsque je suis arrivé, les personnes que je vois sortir sont essentiellement des clients et quelques membres du personnel. Ils pleurent, pour la majorité d'entre eux. Et égoïstement, je cherche mon épouse. Et je ne la vois pas. Il y a une forme d'impuissance et puis une forme de terreur qui vous envahit, et d'incrédulité. Sa femme est en fait saine et sauve. Il l'apprendra bien plus tard. Pendant 3 heures, le colonel Beltrame, lui, va être seul face aux terroristes. Radouane Lagdim a isolé le colonel dans la salle des coffres. Cette fois, la porte est fermée, il n'y a pas de caméra, rien ne filtre. On sait déjà qu'ils sont tout seuls, qu'il n'y a plus de civils avec le terroriste, ce qui est déjà très important, qu'il est déterminé. Il dit qu'il veut mourir en martyr, qu'il ira jusqu'au bout, et qu'il est armé de 2 armes, puisqu'il a la sienne et celle du lieutenant-colonel Beltrame, qu'il est aussi équipé d'engins explosifs artisanaux, dont on ne sait pas où ils sont positionnés, est-ce qu'à tout moment ils peuvent exploser tout ça, et aussi de 2 grenades. En début d'après-midi, le négociateur du GIGN parvient à établir un contact avec Radouane Lagdim. Après avoir appelé sur les téléphones du magasin sans succès, il tente à nouveau le portable du colonel Beltrame, qui décroche enfin. Bonjour Arnaud, je me présente, je suis Bertrand, le négociateur du GIGN. Comment allez-vous? Très bien, ça se passe très bien. Est-ce que Radouane est à côté de vous? Oui. Est-ce qu'il souhaite nous parler? Je vais lui demander. C'est d'accord, on met le haut-parleur, il est devant moi. Pour stopper sa folie meurtrière, les gendarmes ont contacté sa mère et tentent d'établir un lien intime avec le terroriste. Et votre maman, elle est au courant de tout ça? Vous savez qu'elle est avec nous? Le GIGN a suivi un protocole, ils ont parlé de la famille du terroriste, ils ont essayé d'amener vers quelque chose, mais ça n'a pas fonctionné en fait. On parle de la maman du terroriste par exemple, on sent bien que ça l'énerve, donc ça marche, ça fonctionne pas. Elle va mourir. Je vais mourir un jour ou l'autre. C'est un truc. Après la mort, il n'y a plus de lien de parenté. Oui, mais imaginez qu'une fois que vous serez parti, elle sera toujours là sur Terre. La tristesse que vous allez lui donner. Au bout de 3 minutes et 4 secondes de négociation au téléphone, Arnaud Beltrame se met à crier. Attaque! Assaut! Assaut! À travers le téléphone, le négociateur entend des bruits de lutte. Il va y avoir des cris, 3 tirs, un brouhaha, on ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, Radouane? Radouane, vous m'entendez? Vous m'entendez? Arnaud, vous êtes là? Mais personne ne répond.
Le colonel a-t-il tenté de le neutraliser dans un geste désespéré? Son frère en est intimement convaincu. Arnaud s'est dit, bon, c'est maintenant ou jamais, si je ne le fais pas, je vais me faire abattre. Vous savez, je me lance, je tente ma chance. Mieux vaut avoir une chance sur 10 que 0 chance. Donc en fait, je pense que c'est ça, il a sauté dessus, mais il a sauté sur un gars qui avait déjà le goût du sang dans la bouche, qui avait un couteau de chasse et un flingue. Arnaud Beltrame a-t-il eu le dessus? Est-il blessé? Personne ne le sait. Il est 14h13 et contre toute attente, l'assaut ne va pas avoir lieu immédiatement. Ils ne vont pas intervenir tout de suite et c'est ce délai d'intervention qui va un peu interpeller. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne lance pas tout de suite le plan d'assaut? Il va y avoir quelques minutes, mais ces quelques minutes, c'est une éternité. Les forces de l'ordre attendent en fait le GIGN de Satory, près de Paris, qui est en route à bord d'hélicoptères, à quelques minutes d'atterrir. Toute la discussion est bien évidemment de temporiser pour permettre à des équipes extrêmement spécialisées qui ont montré leur extrême savoir-faire aussi à intervenir. Donc, mais le temps passe. L'ordre va être finalement donné à l'antenne du GIGN de Toulouse, qui se tient prête depuis midi. À la station-service transformée en PC sécurité, tout le monde retient son souffle. J'étais là quand le feu vert a été donné. J'ai le souvenir de regards. J'ai pas de souvenir de paroles. J'ai croisé des regards. Les regards du capitaine du GIGN, les regards du colonel Gay, les regards du préfet de l'Aude. Vous vous dites que ça peut être terrible, qu'il peut y avoir des dommages collatéraux encore plus importants que ce qui s'est passé déjà. On sait que l'assaut va avoir lieu, et puis ensuite, on attendait d'avoir des nouvelles, surtout du colonel Beltrame. Il est 14h27 quand 5 gendarmes du GIGN de Toulouse arrivent dans la salle des coffres. La porte est bloquée, ils essuient des tirs. Ils vont rentrer. Là, très rapidement, Radouane Lagdim va être tué par les forces de l'ordre et on va retrouver le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame grièvement blessé. Les gendarmes demandent l'intervention des médecins du SAMU. Médic, médic, médic! Il a une plaie au niveau du cou. On s'accroche, mon colonel. Allez, mon colonel, tenez le coup. Il a été touché par plusieurs balles à l'avant-bras, à la main et aux pieds. Il a aussi été poignardé au cou, mais il est vivant. Il est évacué à l'hôpital de Carcassonne à 15h09. Entre les premiers coups de feu et l'arrivée des gendarmes dans la salle des coffres, 11 minutes se sont écoulées. Sont-ils intervenus trop tard? Nous leur avons posé la question. Est-ce qu'il y a eu une erreur de la gendarmerie? Moi, je vous réponds, l'ordre d'intervention est donné, il y a un risque de piégeage, il faut prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer un assaut avec le maximum de sécurité aussi pour les intervenants. Donc le risque de piégeage est la clé de cette crise. Ces 11 minutes ont-elles été fatales au colonel Beltrame? Rien ne l'indique aujourd'hui, car ses blessures étaient extrêmement graves. Après 3 arrêts cardiaques, l'homme qui a pris la place d'une otage et affronté le terroriste jusqu'au corps à corps décède dans la nuit du 24 mars. Quand son frère Damien arrive à l'hôpital, il croise l'un des gendarmes présents au supermarché. Il était en pleurs, il m'a dit j'ai essayé de le retenir, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais il voulait pas, je fais écoutez, si Arnaud avait décidé de venir avec vous et d'être là au milieu du chaos et au milieu de l'intervention, vous ne pouviez pas l'empêcher. Même si vous l'avez dit, etc., vous avez fait tout ce que vous avez pu, c'est très bien, mais vous ne pouvez pas l'empêcher. Le colonel Beltrame allait épouser religieusement Marielle, une vétérinaire avec qui il vivait dans cette commune des Corbières. Il avait servi en Irak et était arrivé à Carcassonne depuis quelques mois. Petit-fils d'un ancien combattant d'Indochine, il avait toujours rêvé d'être militaire.
Et à un moment donné, il a dit, je serai à l'armée, je ferai quelque chose dans les armes, voilà. Et donc après, il s'est juste renseigné pour savoir quel était le meilleur truc à faire. Il s'avérait que c'était Saint-Cyr à l'école. Et il a foncé, quoi, tout simplement. Donc c'est quelqu'un qui, très tôt, avait déjà non seulement une ambition dévorante, et surtout, il savait ce qu'il voulait faire. Et ça, c'est une force. Est-ce son sens du devoir militaire ou sa foi catholique qui l'ont amené à se dépasser? Toujours est-il que son geste a suscité une admiration collective. La chose qu'Arnaud Beltrame nous a offerte, c'est un vrai héros français. C'est la première fois qu'on a un héros que l'on peut nommer dans la guerre que nous mène l'islamisme en France. Un héros national. Nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur. Qui, pour les habitants de Trèbes, ne doit pas éclipser les 3 autres victimes. Jean Mazière, le viticulteur du parking des Aigles. Hervé Sosna, le client retraité. Et Christian Medves, le boucher du supermarché. Sa femme et ses filles vont vivre des heures tourmentées avant d'apprendre la nouvelle de sa mort. La femme de Christian Medves, Nathalie, est coiffeuse dans un village qui jouxte Trèbes. Ce vendredi midi, elle quitte immédiatement le salon quand elle apprend qu'il y a une prise d'otage au supermarché où travaille son mari. Le téléphone de Christian sonne dans le vide. Ça a été l'enfer qui a commencé. Parce que je suis arrivée ici, c'était midi et demi. Et jusqu'à 4h30, 3h30, 4h30, on a attendu qu'on nous annonce le décès de Christian. On avait des doutes par la télé, par déduction, parce qu'on disait il y a un boucher qui est décédé, mais il n'y en avait que 2. Et un des bouchers déjà avait fait une interview à la télé, mais c'était pas officiel. C'est finalement un ami de la famille qui confirme à Julie, sa fille, ce qu'elle redoute depuis des heures. C'est elle qui va devoir annoncer à sa mère et sa sœur son décès. Il venait de me dire que c'était papa qui était dans le Super U et je me rappelle être rentrée dedans et les avoir pris contre moi, les avoir serrés avant de leur dire. Et du moment que je les ai serrés, j'ai pas eu besoin de parler, elles ont compris que c'était lui. Ben, moi, il y a tout qui s'est écroulé. Il y a tout qui s'est écroulé et j'avais tellement de haine en fait que tout est ressorti dans la violence. Hein. Je tapais partout, j'arrachais tout, enfin j'ai tout cassé quoi. Que ça soit voilà un homme qui tue mon père et qui me l'arrache quoi. Et du coup sur le moment ben, j'ai perdu mon pilier, enfin j'ai perdu c'était tout quoi pour moi mon père. J'étais complètement perdue et je me suis dit comment je vais pouvoir avancer quoi. Christian Medves venait de fêter ses 50 ans. Un bon vivant d'origine italienne qui avait passé son enfance dans un quartier populaire de Carcassonne. Malgré que j'ai mes 2 filles, malgré que ça me remplit, mais voilà, j'ai toujours le manque. J'ai perdu une partie de moi. Le 23 mars, ça m'a tué aussi. Hein. Ça nous a tués aussi. Il y a une partie de moi qui est... Je disais, mes filles, elles me connaîtront jamais comme j'étais avant le 23 mars, parce que je suis plus la même personne. L'auteur de l'attentat habitait juste à côté. Ce qui suscite chez elle une multitude de questions. Je suis persuadée qu'il y a des personnes à Trèbes en lien avec cet attentat et il faut le prouver. Dès que je prends la voiture, dès que je vois des personnes passer en voiture, je me dis, ah, mais peut-être lui, ou peut-être lui. Peut-être lui, il sait. Peut-être que lui, il sait des choses. Radouane Lagdim est-il un loup solitaire ou fait-il partie d'une nébuleuse? Et comment s'est-il radicalisé?
percer le mystère de Radouane Lagdim, les enquêteurs s'intéressent à son univers. Il vit derrière ses murs, avec ses parents et ses 4 sœurs dont il est l'aîné. Radouane Lagdim est né au Maroc. Il arrive 4 mois plus tard en France. Il va être naturalisé à l'âge de 12 ans, grâce à son père qui obtient la nationalité française avec ses sœurs qui sont nées dans le sud-ouest. C'est quelqu'un qui n'a pas de profession, qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, qui est un peu désœuvré. Les policiers découvrent dans ce 4 pièces une boîte de munitions vide, 2 très grands couteaux, ainsi qu'un sabre sous un matelas. Le jeune homme de 25 ans, surnommé Grenouille dans son quartier, n'est pas un inconnu. Il a déjà fait quelques mois de prison pour port d'armes, usage de stupéfiants et refus d'obtempérer. Ce qui est frappant chez lui, c'est qu'à la fois il a un profil de délinquant, des petits délits, et en même temps il a une fascination-répulsion en fait pour tout ce qui est force de l'ordre. Il avait vraiment une détestation en fait de l'institution policière. Radouane Lagdim est surtout fiché par les services antiterroristes. Il a été repéré dès 2014. Les enquêteurs pensent que cet homme, fiché S, pourrait être son gourou. Quand nous le rencontrons, Arsène Atanovitch vient de sortir de garde à vue à la DGSI. Rien n'a été retenu contre lui. Il se défend de bien connaître le terroriste. Je l'ai vu la première fois, c'était je pense en 2007. Voilà, je me souviens parce qu'il avait eu des yeux au beurre noir, il avait eu une altercation je crois avec la police, et il y avait eu un procès par la suite. Voilà, ça, je me souviens de ça. C'était un gamin comme tous les autres, quoi. C'était pas quelqu'un qui est en apparence quelqu'un de méchant ou quoi que ce soit, non. C'était un enfant, voilà, un jeune. Et après, je l'ai revu en 2009, je crois, une fois, ou comme ça, mais vraiment à la mosquée. Il fréquentait beaucoup la mosquée? Non. Il a peut-être fréquenté à l'époque, quand il avait 15-16 ans, mais après, par la suite, non. Arsène Atanovitch a fait 8 mois de prison en 2009 pour association de malfaiteurs. Depuis, il n'a plus fait parler de lui. Il fait régulièrement des prêches à la mosquée de Carcassonne, où les fidèles condamnent l'attentat. Ce que ressort des gens, d'un point de vue général, c'est qu'il a pété les plombs et puis qu'il a fait un acte horrible, c'est tout. Mais qu'il a vraiment pété les plombs, c'est tout. Les services de renseignement repèrent Radouane Lagdim grâce à son activité sur la toile. Radouane Lagdim va aller sur Facebook et va commencer à fréquenter des sites radicaux, violents, à s'interroger sur les fournitures d'armes. En mai 2015, par exemple, il fait des recherches internet comme kamikaze blindé ou entraînement de jeunes djihadistes. Il est mis sur écoute, surveillé de près par les services de renseignement, mais il ne donne aucun signe d'action violente ou de volonté de départ en Syrie. Les policiers relâchent la pression. Radouane Lagdim, c'est intéressant parce qu'effectivement, il a déjoué en quelque sorte la surveillance et la veille des services de renseignement. C'est quelqu'un qui dissimulait ses intentions, on le savait radicalisé, mais il se savait lui aussi surveillé par les services de renseignement, donc il a mis en œuvre un certain nombre d'outils, par exemple pour ne pas laisser de traces lorsqu'on effectue des recherches sur Internet, lorsqu'on communique avec des tiers sur Internet. C'est donc dans le plus grand secret qu'il se serait préparé. Son acte était-il prémédité ou est-il sorti sur un coup de tête en frappant au hasard? 12 mois d'enquête pour tenter de comprendre. Pour les victimes, c'est une quête incessante. Le soir, Franck Alberti fait souvent un détour par la maison des Medves. Il est leur avocat, il était aussi l'ami de Christian le boucher. Régulièrement, après une journée de travail, c'est mon dernier rendez-vous, quand je rentre à Trèbes, puisqu'ils y habitent aussi, comme moi. Je finis chez eux à l'heure de l'apéritif, parfois plus tard, et on parle un peu du dossier. Ils redoutent ça, mais en même temps ils en ont envie, ils en ont besoin, et cet aspect humain finalement est nécessaire.
Ce soir, il veut les mettre en condition. Les victimes sont reçues le lendemain au palais de justice. Ça va? Ça va? Et toi? Ça va, ça va. On arrive tard. Ouais, ça va. Ça va? Moi, je fais la visite du soir juste pour vous dire de ne pas stresser de trop. C'est la grand-messe demain. Ah, C'est-à-dire voilà. que tu as les 3 juges d'instruction qui descendent, comme ils l'avaient promis, ils viennent vous donner le bon niveau d'information sur ce qui s'est déroulé, sur le déroulement de l'enquête, sur les investigations. La démarche est très bien parce que, bon, quelque part, nous, on est ici, mais on a des nouvelles de personnes, quoi. Donc, bon, quelque part. Si on a des questions, il faut qu'on te le dise à toi et c'est à toi de... Non. Non. Si tu le sens, tu prendras la parole quand il y aura le moment de poser des questions sur tel ou tel point. Le lendemain, toutes les parties civiles sont convoquées. Le rendez-vous va durer 3 heures, dans le secret du palais. À la sortie, les filles de Christian ont enfin eu des réponses sur l'avancée de l'enquête. Les victimes ont appris notamment que le terroriste avait planifié son acte. Il y a quand même de la préméditation. Voilà, c'était pas un acte isolé comme ça, c'était pas un coup de tête, c'était quelque chose qui était préparé. Il avait fait des repérages, et puis bon, voilà, il avait prêté allégeance donc à Daesh, et puis voilà, il voulait mourir en martyr. Voilà. Les cibles ont donc été choisies, notamment les victimes du parking des Aigles, lieu de drague homosexuelle. C'est le premier attentat visant cette communauté en France. Pour le supermarché, le terroriste aurait cherché un endroit où se retrancher. Autre question centrale, Radouane Lagdim avait-il des complices? 5 personnes ont été mises en examen pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Notamment une jeune fille, Marine. Elle a 18 ans et se présente comme sa compagne. Elle est fichée par les services de renseignement. Une interdiction de sortie du territoire a été prise à son encontre. Et puis, il va y avoir l'attentat. Ce matin-là, elle va poster une sourate qui peut laisser penser qu'effectivement, elle pouvait être au courant du projet de son compagnon. Et au moment de son interpellation, elle va crier Allah Akbar, Dieu est le plus grand. Et donc là, pendant son audition, en fait, très vite, elle va dire qu'elle n'était au courant de rien. Mais pour autant, elle dit aussi que si Radouane Lagdim lui avait demandé, elle serait partie avec lui. Marine est aujourd'hui en détention provisoire. 2 mois avant l'attentat, elle communiquait avec un homme basé en Syrie, lui faisant part de son projet de le rejoindre. Venez, t'attends quoi? Je sais pas, Wallah. J'ai peur toute seule. Je veux partir avec une sœur, mais je trouve pas. Dès que t'arrives en Turquie, je te trouve une famille syrienne pour passer la frontière avec eux. Je pourrais combattre moi ou que les hommes? Que les hommes, lol. Parmi les autres mis en examen, Samir, un copain de la cité d'Ozanam. C'est avec lui que le terroriste a acheté son couteau dans un magasin de chasse de Carcassonne. Que savait-il précisément de son projet funeste? Ce qui est sûr, c'est que Radouane Lagdim ne fait en tout cas pas partie d'un groupe structuré. Il incarne cette nouvelle forme de terrorisme intérieur, franchisé État islamique. On est bien dans une menace qui est diffuse, qui est locale aussi. C'est important parce que Trèbes, on se situe en province. Une étude qu'on a réalisée l'an dernier montrait que plus de 50% des attentats en France sont perpétrés hors de Paris. Low cost, c'est vrai, parce qu'on va au plus simple. Ces individus sont encouragés par la propagande de groupes terroristes à aller au plus simple. Sortez de chez vous avec un couteau, tuez le plus de mécréants possible. Voilà, si vous le pouvez, retranchez-vous, affrontez les forces de l'ordre, et c'est ce qu'ils font. Un terrorisme de terroir, banalisé et tapi dans l'ombre. Les services de renseignement estiment à 20 000 le nombre de personnes susceptibles de passer à l'acte. En attendant, le village de Trèbes panse ses plaies.
Les familles des victimes assassinées, les survivants du parking, de la caserne, du supermarché, ont repris des vies en pointillés. Je ne vivrai plus jamais pareil. Et ça, j'en suis convaincue. Je vous assure que c'est vrai. Je suis très en colère. Parce que quelque part, je suis déstabilisée. Et ça, j'ai du mal à l'accepter. Comment voulez-vous qu'on vive normalement après ça? On voit la vie différemment. On brûle un peu. Vous brûlez comment? Oh, en me faisant plaisir, déjà. Et en essayant de faire plaisir aux autres. C'est pas toujours simple non plus. Voilà. Renato, lui, rêve juste de retrouver son indépendance d'avant l'attentat. J'aimerais travailler, ouais, c'est vrai. Or, continuer à travailler parce que j'ai travaillé avant et faire ma vie, c'est ça. Même si j'ai des dégâts. Je suis fière de lui, oui, beaucoup. Et je pense que c'est le plus important, on est là. Il est là, voilà. On va continuer. Sept mois après l'attentat, la ville de Trèbes a été frappée par des inondations dramatiques. 6 morts, des maisons arrachées, des habitants à la rue, comme si une malédiction s'acharnait sur cette petite commune. Qu'est-ce que ça fait d'être à la tête d'une ville martyre? J'aime pas du tout qu'on dise ça. Moi, j'aimerais bien qu'on dise que je suis à la tête d'une ville courageuse. Voilà. Courageuse et formidablement optimiste.